Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes. Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Hier soir avaient lieu les résultats du second tour de l'élection présidentielle qui vient enfin sonner le glas de cette épopée qui a duré pendant des mois, dans lesquels on a eu beaucoup d'interviews, beaucoup de meetings, beaucoup de discours, qui a été évidemment pour moi extrêmement passionnant pour aller essayer d'analyser un peu tous ces procédés. C'est pas encore tout à fait terminé, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, mais précisément c'est un moment qui est important parce que ça nous permet, nous, en rhétorique, d'aller analyser comment on fait un discours d'après des résultats qui sont en réalité ici définitifs, en tout cas par rapport à la présidentielle. Comment est-ce qu'on fait le discours d'un bon gagnant? Comment est-ce qu'on fait le discours d'un bon perdant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors rapidement, petit disclaimer pour te dire que ce qui m'intéresse c'est la rhétorique, que je suis formateur en prise de parole et en rhétorique et que précisément je ne suis pas là pour militer, pour diffuser un message politique, uniquement pour analyser et te proposer des clés de compréhension sur les discours proposés. Et c'est un exercice qui est extrêmement difficile parce que en tant que perdant, déjà on n'a pas forcément envie de monter à la tribune et de devoir dire à tous ses soutiens, à tous ses militants, à tous ses supporters que malheureusement on n'a pas réussi cette fois-ci. On se rappelle du discours de Mélenchon après le premier tour avec cette fameuse magnifique péroraison où il dit: Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. C'était une magnifique conclusion pour aller encourager ses soutiens à continuer la bataille. Ici, c'est à Marine Le Pen de devoir faire un discours de perdant des élections. Mais pas que, puisque dans la partie des perdants de ces élections, nous allons aussi avoir le retour de Jean-Luc Mélenchon, avec ce fameux discours du premier tour où il donne l'impression que c'est terminé pour lui sa carrière et 2 jours après, il demande à se faire élire en tant que Premier ministre. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Et là, il a finalement pris également la parole dans ce second tour alors qu'il n'y était pas, ce qui montre qu'il a une volonté de dire que non, c'était pas juste un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je suis encore là, je suis encore dans la course, notamment pour les législatives, on y reviendra, mais c'est déjà intéressant qu'il prenne la parole et qu'il ait une véritable tribune dans les médias, alors même que le second tour ne le concernait pas directement. Et du côté d'Emmanuel Macron, on a une victoire qui n'est pas une victoire non plus éclatante parce que le score est moins large qu'en 2017 et surtout parce qu'on a vu un vrai front se monter contre lui. On a vu que c'était pas pour la plupart un vote d'adhésion mais un vote de barrage et donc ça va être difficile de faire un bon discours. Il va falloir montrer une forme d'humilité. Y est-il parvenu? C'est toute la question et tout l'enjeu de ce discours. Et en réalité, un bon discours, c'est avant tout un discours dans lequel on a cerné les objectifs. Si vous voulez, avant même de prendre la parole, globalement, devant une assemblée, il faut que vous arriviez à déterminer quel est votre objectif. Et on va commencer d'abord avec ce que j'appellerais les perdants, c'est pas du tout péjoratif, c'est purement factuel par rapport aux élections de ce soir, pas une considération générale. Ici, donc Mélenchon et Marine Le Pen, quels étaient leurs objectifs dans ce discours? Eh bien, premièrement, Marine Le Pen, évidemment, c'est certes d'admettre la défaite, mais en réalité, pas tellement. En fait, on se rend compte avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, avec leur discours, que finalement, la politique, c'est un peu, si vous voulez, ici, comme ces personnes qui sont accros à quelque chose, à la compétition électorale, et qui, à peine la bataille est terminée, après le premier match terminé, ils sont déjà dans le deuxième match, dans la suite du truc. Et là, ils sont clairement dans les législatives. C'est-à-dire que, vraiment, l'objectif de leur discours, c'est un discours d'ouverture des législatives. On sent que c'est pas la fin de la présidentielle, c'est le début des élections de l'Assemblée nationale, des députés. Et ça, on le ressent en fait directement dans leur discours. Quand on fait un discours en tant que perdant ici d'une élection, on peut avoir plusieurs possibilités. On peut commencer par se dire bon bah écoute, j'ai perdu, j'accepte la défaite, je la joue bon perdant et je félicite l'autre. C'est une possibilité. C'est assez rare en politique, encore plus quand on a 2 visions comme ça vraiment opposées entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et l'autre possibilité, c'est de repartir de l'avant avec le prochain objectif en tête et déjà une première stratégie. Et en réalité, Marine Le Pen, si elle vise les législatives, si elle vise une possible majorité à l'Assemblée à la place de la République en marche, même si en réalité la 5ème République, par son calendrier, en réalité pousse à ce qu'il y ait une majorité à l'Assemblée, puisque c'est 1 mois après les élections. Globalement, les gens votent plus ou moins pareil qu'au présidentiel, même si ça dépend, c'est beaucoup plus relatif. Mais quand même, on sait jamais, c'était pas non plus des voix d'écart qui sont énormes, il y a des reports de voix, etc. Les cartes sont un peu rebattues, donc pourquoi pas tenter ce nouveau combat? Elle commence tout de suite par une attaque.
C'est-à-dire qu'avant même de valoriser ou d'accepter la défaite, elle va commencer directement par attaquer Macron et essayer de fragiliser son investiture, de fragiliser son élection en disant bah non, c'était pas un vote d'adhésion, c'était un vote de barrage à mon encontre. Et surtout, plutôt que de dire bah j'ai 42%, j'ai perdu, elle va dire mes 42% sont une victoire. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Une victoire qui montre l'adhésion qu'il y a à mon égard, qui montre qu'il y a une volonté de contre-pouvoir en ma faveur, qu'il y a une volonté aussi de défiance à l'égard du gouvernement. Et donc, si vous voulez des résultats, ils s'interprètent, c'est des chiffres, ça s'interprète comme on veut, c'est pas toujours objectif. Et donc là, elle interprète finalement ces chiffres-là, théoriquement d'une défaite, comme une victoire, comme la preuve qu'elle est véritablement une chef de l'opposition potentielle, qu'elle pourrait l'être en cas de victoire à l'Assemblée nationale. Et ça passe aussi par l'idée que le président n'est pas, en tout cas ne serait pas selon elle entièrement légitime au vu des scores qui se sont déroulés hier soir, et donc qu'il faudrait un contre-pouvoir, qu'il faudrait quelqu'un pour aller contrebalancer ce score qui est pas si large que ça. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron. Et ce personne-là, évidemment, ce serait moi, Marine Le Pen. Et donc ça, au début, c'est un peu subtil. Voilà, ça passe par l'attaque de Macron, par des mots comme l'accaparement du pouvoir par certains, cette confiscation. Donc, sous-entendu, cette confiscation, elle ne peut se contrebalancer que par une personne à l'opposition qui émerge à l'Assemblée nationale. Mais également, une fois que la subtilité est passée, une fois qu'on a juste attaqué l'adversaire et commencé à mettre en cause son élection, et bien évidemment, on va parler directement des législatives. Elle va parler directement, elle va dire carrément que la bataille législative a commencé. Et évidemment, encore une fois, en objectif, ici il y a deux objectifs. Premièrement, fragiliser la légitimité du président élu désormais, Emmanuel Macron, pour montrer qu'il faut une opposition. Première étape. Et deuxième étape, maintenant qu'on est convaincu l'auditoire qu'il faut une opposition, qui doit être l'opposition ? Là en réalité il y a deux options, globalement, si on veut une opposition vu les votes du premier tour. Ces deux options elles se voient d'ailleurs par le fait que Mélenchon a pris la parole hier soir également. Elle va même attaquer Mélenchon de manière très subtile, en tout cas c'est la façon dont je l'ai perçu. Je pense que c'est pas non plus trop large que de dire ça. Je pense qu'elle attaque Mélenchon quand elle dit face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire. Sous-entendu, Mélenchon, en appelant au vote d'Emmanuel Macron, l'a renforcé, l'a aidé à être élu, et donc il ne saurait pas être une bonne opposition, puisqu'il a été un soutien de la majorité ici présidentielle, du gouvernement Macron. Et donc on voit tout de suite, voilà, cette volonté, comme je vous le disais, première étape, je fragilise l'élection d'Emmanuel Macron en remettant en cause sa légitimité. Deuxième étape, je me présente comme le leader de l'opposition, en opposition également à l'autre option qui est Mélenchon en lui glissant une petite pique. Donc finalement un discours assez logique et un discours que je qualifierais non pas de défaite, c'est-à-dire un discours un peu dépité où on va admettre, on va partir un peu de la scène, au contraire comme un discours vraiment de tentative de rassemblement, de tentative de légitimation de soi comme chef de l'opposition et surtout un discours d'exhortation, un discours où on va faire des envolées pour aller pousser le peuple à le soutenir aux législatives. Sur Jean-Luc Mélenchon, finalement un discours qui est assez similaire à celui de Marine Le Pen, c'est-à-dire un discours qui a pour vocation d'engager la bataille pour les législatives. Il a déjà commencé dans les médias ces derniers jours et il continue évidemment ici. Alors, même stratégie que Marine Le Pen évidemment, c'est critiquer l'élection d'Emmanuel Macron, fragiliser sa légitimité et faire émerger donc le besoin d'une opposition. Et évidemment, lui, il se présente comme l'option qui doit être celle de l'opposition. Et pour ça, il va faire plusieurs choses. Premièrement, il parle de Premier ministre. Alors là, je vais reprendre un peu les éléments qui sont hyper intéressants, qui ont été développés par Clément Viktorovitch, qui vise à dire que finalement, se faire élire comme Premier ministre, évidemment, c'est un raccourci, puisqu'on n'est pas élu Premier ministre, on est nommé par le président. Sauf que le gouvernement, historiquement, il est contraint si l'Assemblée nationale est majoritaire à l'opposition, donc s'il y a une majorité de députés, la France Insoumise, qui sont élus. Et ça vise surtout à montrer qu'il y a un vrai enjeu pour essayer de créer un engouement autour de lui, peut-être un rassemblement de la gauche à son égard, autour de lui, et que les gens se déplacent aux urnes, aux législatives, ce qui n'est pas toujours une mince affaire.
puisque une fois l'engouement des présidentielles passé, il n'y a pas toujours un engouement pour les législatives, en tout cas pas pour tout le monde, même si il y en a quand même un petit peu. Et donc pour ça, il va utiliser un certain nombre de procédés rhétoriques. Pour ne pas les citer, il y a une métaphore au début qui est assez belle, avec cette idée que Emmanuel Macron surnage dans un océan de bulletins blancs. Donc voilà, une sorte de métaphore de l'océan qui va viser finalement à noyer la légitimité du président. Il va également se présenter comme le représentant des classes populaires en mettant en place l'idée qu'il serait le tiers-état. C'est un mot qui est fort parce que c'est véritablement une troisième classe. On retombe dans cette idée qu'il y a trois classes. À l'époque, il y avait les nobles, le clergé et le tiers-état. Là, il y a le tiers-état qui serait Jean-Luc Mélenchon. Et donc, cette idée aussi de contre-pouvoir, de pouvoir du peuple. Le tiers-état, c'est vraiment la plus grande partie du peuple à cette époque-là. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller jouer sur ces éléments de langage. Et donc, finalement, on a Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui vont faire des discours de perdants, qui sont des discours qui vont engager une nouvelle bataille. Ils ne lâchent pas leur combat, ils n'admettent pas une défaite particulière. Au contraire, ils critiquent la victoire de l'autre et se proposent comme les futurs vainqueurs. Et alors, un peu plus tardivement dans la soirée, pas si tard que ça, 21h30, 45, on se souvient de François Hollande qui avait pris la parole extrêmement tard, je crois, sur les coups de minuit à l'époque en 2012. Et là, Emmanuel Macron, il va du coup jouer le rôle, forcément, après avoir eu les perdants qui relancent le combat. Lui, au contraire, il joue le rôle du bon gagnant, finalement, du gagnant qui est conscient de la fragilité de sa victoire. Alors, il commence évidemment par un discours de remerciement et de rassemblement. Quand on a gagné, on remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à gagner. Donc ça commence d'abord par les personnes présentes, les militants, puis il va élargir ensuite à tous les Français, etc. Rien de très intéressant ou de très surprenant là-dessus, mais quand même il fait l'effort du remerciement. Il va également, et ça m'a assez étonné, enfin pas tellement, mais dans l'idée c'est quand même assez étonnant de sa part, il va donc forcément rappeler les points de son projet ou de son programme, en tout cas de son élection, et il parle notamment de l'écologie. Vraiment, il le répète 2 fois, une république écologique, je crois, ou une France écologique. Et pour faire de la France une grande nation écologique, un projet social et écologique. C'était pas forcément le point central de sa campagne, ni même de son programme, donc ça m'a étonné qu'il le sorte, mais bon, on sent quand même une volonté justement de rassemblement, peut-être ici pour aller parler aux jeunes, bien que évidemment l'écologie n'est pas l'apanage des jeunes. Et ensuite, il a une longue litanie, vraiment, du mec qui montre qu'il a conscience des conditions de sa victoire. Vraiment, il parle de la conscience que c'était pas forcément un vote d'adhésion, mais un vote de barrage. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Donc finalement, plutôt que de rejeter les attaques de Le Pen et Mélenchon, il les accepte. Et je pense que c'est une bonne stratégie finalement, parce qu'il dit voilà, je suis conscient de ça. Je suis pas du tout un président qui croit que c'est un vote de soutien et qu'il a été réélu et qu'il a gagné à chaque tour parce que son projet porte. Il a conscience de la fragilité de cette victoire-là et donc il l'accepte. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de dire qu'il va prendre conscience de ça et qu'il va agir en conséquence. Il parle souvent du fait d'apporter des réponses aux personnes qui n'ont pas voté pour lui, qui ont une défiance à son égard. Et ça lui permet ensuite de dire voilà, moi je suis conscient de ça, mais si vous voulez que je le mette en place, il va falloir une unité. Il parle de rassemblement de la France à ce moment-là. Il dit que nul ne sera laissé sur le bord du chemin, qu'il faut une unité de la France, qu'il faut œuvrer pour celle-ci. Et donc finalement derrière ça, c'est subtilement l'idée que vous inquiétez pas, si vous élisez une majorité pour moi à l'Assemblée, je prendrai ça en compte. Je ne ferai pas les mêmes choses que j'ai fait pendant 5 ans. J'ai conscience des critiques qui me sont faites et j'agirai en conséquence. Et je crois que c'est très malin de fonctionner comme ça, parce que du coup on va essayer de rassembler et encore une fois on commence à contre-attaquer dans cette bataille législative et à dire pas besoin d'une majorité à l'opposition, je ne serai pas comme j'étais il y a 5 ans, je prends moi-même conscience de l'opposition et j'agirai comme ça. Et enfin, c'est assez drôle, il part en rupture. Alors je vous parlais, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, où j'analysais le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je disais que Macron, dans ce débat du second tour, il avait incarné une forme de continuité. Il avait défendu son bilan, il avait fait très peu de concessions, il avait finalement essayé de faire passer l'idée que ses mesures étaient les bonnes et que son quinquennat était le bon, et donc qu'il allait continuer comme ça. Il avait dit plusieurs fois, on a commencé à faire ça pendant le quinquennat, on continuera. Et là au contraire, il dit une phrase que j'ai trouvée assez drôle. Il dit « Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux. » Donc on a 3 choses là-dedans qui sont intéressantes. Premièrement, ça ne sera pas la continuité du quinquennat. Donc il essaye d'enlever cette idée de continuité qui peut lui coûter cher, parce que justement, il veut montrer qu'il a pris conscience de ça et que ça va changer. Ça changera ou pas, je laisse à chacun la responsabilité de le croire ou non, c'est pas le débat, mais en tout cas c'est intéressant sur l'élément de langage. Donc je casse
cette image de la continuité. Ensuite, je parle de renouveau, forcément, en rupture à la continuité. Cette idée qu'il y aura une nouveauté parce qu'en fait, à l'oreille, on adore avoir du renouveau, donc c'est un élément de langage qui fonctionne bien. Les gens ont envie que ça change et on l'a vu d'ailleurs dans les votes. Et troisièmement, il parle d'œuvres collectives. Sous-entendu, je vais vous écouter et on va travailler ensemble. Vous ne serez pas juste des acteurs une fois tous les 5 ans pendant les votes, vous serez des acteurs majeurs de manière pérenne et de manière constante. Et d'ailleurs, il va même à la fin dire que chacun a une responsabilité et un engagement. Cette idée finalement qu'il y aura un renouveau des institutions. Encore une fois, qu'il faut croire ou non, c'est pas le débat, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il présente les choses sous cet angle-là pour évidemment essayer de pousser les gens à voter pour lui, à le donner à la majorité, ce qui n'est pas forcément acquis à ce stade-là des élections et de la tournure démocratique des choses. On a donc un véritable discours qui vise à faire penser à l'auditoire, aux citoyens, d'une prise de conscience de sa part, d'une acceptation des critiques et d'une réponse à l'opposition en disant je vais agir en conséquence. Le tout dans un discours quand même de rassemblement, en tout cas de tentative de rassemblement. On essaye de parler à chacun qui a été prononcé plusieurs fois. Et le tout dans un véritable show qui est assez étonnant d'ailleurs sur la forme. On a vraiment une logique de cypher, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens à 360 degrés tout autour. Contrairement au meeting où il est face au public, qu'il regarde en face, cette notion du coup peut-être de rassemblement et d'unité, de gens qui seraient autour de lui avec un DJ, de la musique, une chanteuse, vraiment cette idée de festivité quand même pour avoir une forme de fête de la victoire parce que tout de même finalement cette victoire il l'a faite peut-être pas sur le fond parce qu'il dit tous les éléments que je viens de vous dire, mais en tout cas sur la forme ça y ressemblait quand même grandement. Donc finalement à mon sens on a des discours plutôt logiques, plutôt bons par rapport aux objectifs qu'il se fixe et on sent que finalement ça n'est pas du tout la fin d'une épopée. C'est le début d'une nouvelle épopée qu'on aura peut-être l'occasion d'analyser ensemble dans de nombreux autres discours. Alors si tous ces contenus d'analyse rhétorique, de débat politique notamment, mais plus largement même parfois de divertissement t'intéressent, n'hésite pas évidemment à aimer la vidéo, à la partager, à commenter pour me dire ton ressenti toi sur ces discours-là et sur le degré de sincérité de chacun, et évidemment à t'abonner et à activer la cloche pour pouvoir suivre l'ensemble du contenu que je pourrais te proposer.